Salut, c'est Raphaël Malkin et vous regardez ClickTalk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Raphaël, ça va? Très bien. Une question simple, ton livre s'appelle Le Rugissant. C'est qui le Rugissant? Le Rugissant, c'est Marc Gillas, alias Rude Lion, qui a été manager de groupe de rap français, qui était une espèce d'éminence grise du rap dans les années 90, au moment où le rap bourgeonnait en France. C'est quelqu'un de hors norme, hors Dieu commun, un espèce de, comme je l'appelle, de soleil un peu jaune, un peu noir, autour duquel tout un tas de monde a gravité et qui a un parcours romanesque, comme une espèce d'aventure qui va extrêmement vite et qui se finit très mal. Pourquoi le rap l'a oublié? Le monde a oublié Rude Lion parce que justement c'est une personne qui ne fait pas partie de l'avant-scène du rap. C'est quelqu'un qui agit dans les coulisses, qui, comme un espèce de mécano des groupes et de l'industrie, si tant est que l'industrie existait à cette époque du rap. Quelqu'un qu'on ne voyait pas, même s'il faisait beaucoup de bruit, et les gens ont tendance à retenir que le premier bruit, qui est celui des groupes, qui est celui des artistes, qui est celui des rappeurs, et lui était derrière en permanence, et c'est certainement pour ça que le grand public ne le connaît pas aujourd'hui. Tu dis que c'est un mécano, mais c'est un mécano qui n'a jamais eu de formation en mécanique. Comment un mec qui n'a jamais eu de formation en musique se retrouve à graviter autour de groupes de musique? C'est l'histoire un petit peu extraordinaire de Rude Lion. C'est quelqu'un qui a tout appris sur le tas, qui n'avait rien au départ et qui, je pense, animé par une volonté terrible d'y arriver, de se faire un nom, de dévorer l'avant-scène de la musique et de la vie, s'est fait une place comme ça, a appris tout seul à faire de la musique, a appris à jouer du piano, s'est débrouillé pour participer à plusieurs aventures musicales importantes comme celle de Tonton David, qui à l'époque, au tout début des années 90, est quelque chose d'extrêmement important pour la musique française. C'est lui qui, par la force de son caractère, trouve les rappeurs d'expression directe au mi-temps des années 90, arrive à en faire un des groupes les plus iconiques de l'époque, et c'est en ça qu'il est mécano, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait toujours à la force du caractère, au forceps aussi, et en même temps tout est question d'instinct, tout est question de feeling, c'est quelque chose qui vient des tripes à chaque fois quand une décision est prise, et mine de rien, quand ça touche à la musique, ça fait généralement mouche. Justement, tu le disais, sa première grande expérience musicale, c'est celle de Tonton David, époque Peuple du Monde. Y avoir de la casse, la vie de micro sur le rythme, très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. La relation avec Tonton David, elle n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Ils ont une relation fusionnelle, Tonton David et Rude Lion. Ils se rencontrent quand ils ont 15 ans au CJP, qui est la prison pour délinquants juvéniles de Fresnes. Ils se retrouvent dans le microcosme du reggae parisien à la fin des années 80, qui est quelque chose qui se vit de manière très intense près des sound systems, près des enceintes, où on aime la musique et aussi on aime se débrouiller, on aime se bagarrer, on aime se jauger, on aime se la raconter. C'est deux garçons qui vont participer à la même aventure, puisque Rude Lion va devenir le clavier de Tonton David au moment où Tonton David, justement, avec Peuple du Monde, devient l'un des musiciens les plus importants du pays au début des années 90. Ça va se finir mal parce qu'il y a l'électricité dans l'air entre ces deux garçons qui se ressemblent et qui finalement ne supportent pas vraiment la présence de l'autre au quotidien. Et puis Rude Lion a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il s'attire toujours des ennuis, il est toujours dans des mauvais coups, toujours dans des histoires de bagarres, toujours dans des histoires qui sentent le soufre et qui finalement vont peut-être porter préjudice à un moment à Tonton David. Il y a cette histoire lors d'un concert en Guyane, où Rude Lion est pris la main dans le sac en train de voler de l'or à un espèce d'orpailleur. Tout le monde va se retourner vers Tonton David et lui dire « Qui est ce type qui fout le bordel sur ta tournée ?» Tonton David va rien faire, et puis quelques semaines plus tard, à Paris, il va y avoir une grande bagarre à la locomotive Place Blanche, qui est une boîte iconique du Paris des années 90. Tout le monde va penser qu'il s'agit de Tonton David qui se bat. En fait, c'est Rude Lion. Et à ce moment-là... Parce qu'ils se ressemblent. Tonton David, parce qu'ils se ressemblent, parce que les deux garçons se ressemblent. Ils ont tous les deux des dreadlocks qui leur donnent un air de pharaon, comme ça. Et puis, finalement, Tonton David va se rendre compte qu'il a plus à perdre qu'à gagner à avoir Rude Lion à ses côtés. Et il va profiter d'un énième séjour en prison de Rude Lion à l'époque pour ne plus le rappeler, pour le placardiser. Et quand Rude Lion va sortir de prison pour retourner dans le sillage de Rude Lion et continuer à être son pianiste, Tonton David va lui dire «
non, c'est fini. Ça va se finir mal, puisque quand on dit non à Rude Lion, celui-ci a tendance à s'énerver, à devenir rouge, à devenir extrêmement brumeux et nuageux. Il va y avoir une bagarre sur le parking d'une cité à Pantin où Rude Lion va mettre une véritable correction à Tonton David. Et leur histoire, leur amitié, cette espèce de fusion dont je parlais à l'instant va se terminer comme ça dans une sorte de chaos. Elle vient d'où cette explosivité de sa part? Alors, sans faire de la psychologie de comptoir, Rude Lion est quelqu'un qui a une enfance extrêmement difficile, qui a vécu avec 2 frères et une mère dans un tout petit réduit à Vitry-sur-Seine, dans une cité, qui a une relation extrêmement particulière avec son père, qui est un magouilleur de première, quelqu'un qui ment beaucoup, quelqu'un de très charmeur aussi, mais dans le mauvais sens du terme, qui va partir très vite, quitter la famille pour aller vivre en Afrique. Marc va le rejoindre pour quelque temps, ça va très très mal se passer. De là va naître une espèce de trauma familial, une espèce de relation au père très très compliquée, un vide presque, qui va sûrement expliquer d'une manière ou d'une autre le besoin sans cesse de prouver des choses de la part de Marc. Et tout ça se traduit par une violence et une colère assez régulière tout au long de sa vie. C'est ce qui va le mener à sa perte, d'une certaine manière. Alors, grosse colère musicale numéro 2, c'est celle qui va entourer la sortie de ce titre. Mes doigts de palper là, cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est un des plus gros cartons de la carrière de Alain Bachung. Qu'est-ce que Alain Bachung doit à Rude Lion et pourquoi personne ne le sait? C'est une histoire qui a été particulièrement difficile à démêler au cours de mon enquête. Comment Rude Lion se retrouve à finalement composer les bases, le cadre, la structure reggae, parce que c'est ça, il s'agit d'une rythmique reggae du morceau Ma Petite Entreprise. À cette époque-là, c'est le début des années 90, Marc est connu donc pour être le clavier de Tonton David. Le nom de Marc circule dans tout un tas de maisons de disques parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a un talent, peut-être même une sorte de génie derrière le clavier. On sait qu'il est capable de créer comme ça des mélodies qui savent imprégner l'oreille de l'auditeur. Et donc, par l'intermédiaire de tout un réseau de directeurs artistiques de maisons de disques, selon le principe d'une sorte de téléphone arabe, le nom de Rude Lion va revenir aux oreilles d'Alain Bachung et de ses producteurs. À ce moment-là, Alain Bachung, lui, il a déjà écrit les paroles de Ma Petite Entreprise. Il cherche justement une mélodie extrêmement moderne qui tend un petit peu vers le reggae, mais il n'en est pas sûr. Il invite Rude Lion à venir composer dans un studio à Bruxelles. C'est en 1994, et donc c'est la rencontre comme ça de deux espèces de matadors de la musique, d'une certaine manière, même s'il y en a un qui est très peu connu et l'autre qui est déjà à son firmament, Alain Bachung. Pendant une journée comme ça, Rude Lion va phosphorer dans la pénombre d'un studio et va essayer de dérouler la structure d'une composition reggae en plaquant des accords comme ça en permanence pendant des heures et des heures. Il va remettre ça à la fin de cette journée à Alain Bachung. Alain Bachung va faire quelque chose qui est assez particulier à ce moment-là dans la musique. Il va lui prendre les bandes sans donner de copie à Rude Lion, sans lui faire signer quoi que ce soit, ce qui est assez bizarre, et on va voir que derrière ça va avoir des conséquences. Dans la foulée, Alain Bachung va prendre les accords composés par Marc, va s'en servir, va certainement les pétrir d'une certaine manière pour les remettre un petit peu à son goût, mais va utiliser vraiment la structure composée par Marc, et puis finalement va juste filer comme ça 15 000 francs, ce qui n'est pas grand-chose à l'époque pour ce genre de travail, à Rude Lion en échange de ses compositions, et va faire donc le titre qui va devenir un succès, Ma Petite Entreprise. Ce qui est particulier, c'est que finalement, en connaissant cette histoire, Rude Lion est l'un des compositeurs véritables et attitrés du morceau Ma Petite Entreprise, mais comme il n'a rien signé, comme il n'a pas demandé à signer quelque chose, parce qu'il n'y connaissait rien finalement aux manières de faire de la musique à cette époque, la musique professionnelle j'entends, et ben il se retrouve juste en étant crédité comme pianiste, alors que c'est lui, quand on écoute bien la structure reggae, ces accords plaqués au piano de Ma Petite Entreprise, et ben c'est Rude Lion. 15 000 francs pour les gens de notre époque, c'est environ 2300 €. C'est rien du tout. Ton livre, c'est une plongée dans l'industrie musicale de l'époque, des années 90, une industrie qui se précipite vers le rap sans vraiment comprendre ce que c'est. Ah, c'est vraiment le bourgeonnement de quelque chose, je dirais à tout va. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code. Les artistes comme Rude Lion, justement, en tout cas les personnes qui font partie de ce milieu comme Rude Lion,
ne savent pas du tout comment s'y prendre. On s'en fiche de travailler avec des avocats, on s'en fiche des cadres légaux, des contrats. On veut juste, à tout prix, coûte que coûte, imposer sa musique, imposer son style et se faire un nom. Et les choses se font de manière complètement débridée. Rude Lion a une manière particulière de faire les choses, c'est-à-dire que quand il entre dans le bureau d'une maison de disques, après justement l'imbroglio avec Alain Bachung, va, pour s'imposer aux autres, pour imposer son nom, pour imposer ses visées et ses envies, je dirais, contractuelles, va ne pas hésiter à arriver parfois avec un flingue à la ceinture ou un flingue au poing dans les bureaux des maisons de disques, ne va pas hésiter à tirer dans des plafonds aussi pour avoir ce qu'il veut. Donc justement, Rude Lion a ce moteur d'aller vite. Il cherche à trouver le groupe qui va percer et il tombe sur ces gens-là. C'est dans ton esprit que je crache mon venin. Le sang relève et tu peux toujours faire le malin. Tout le monde sait que monte la jolie, c'est loin. 78, c'est là où l'on vient, c'est pas le bout du monde pour prendre le train. À cette époque-là, le début des années 90 encore, les garçons d'Expression Directe sont pas connus, ils vivotent un petit peu dans leur cité de Mantes-la-Jolie. Ils enregistrent des cassettes, ils enregistrent des maquettes, mais ils n'ont pas de quoi véritablement se mettre en avant et se faire connaître auprès des maisons de disques. Pareil, par un jeu de bouche à oreille, leur musique va arriver comme ça sous le nez de Marc, alias Rude Lion. Celui-ci va tout de suite flasher, ça va être un véritable coup de cœur et va sentir la profondeur, la puissance, l'impact que peut avoir Expression Directe qui, faut s'en souvenir, c'est un groupe extrêmement nerveux qui fait une sorte de gangsta rap à la française pour l'époque, très Kaira, très cité, très survêt, très sourcil froncé, mais avec une vraie profondeur pour décrire le quotidien de ce qu'est la vie en cité à cette époque-là. Marc va va façonner ce groupe, va leur servir de tremplin, va leur proposer une sorte d'avant-scène, il va les mettre en avant et il va les placer sur sa première compilation qui s'appelle Ghetto Youth Progress, du nom du label de Marc, puis il va produire leur premier album qui va sortir en 97-98. Combien de temps ils mettent pour le faire, cet album ? Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Justement, tout ça est lié à l'histoire et à la vie au quotidien de Rude Lion. Celle-là est faite en permanence on l'a dit, de fumée, de bagarre, d'aller-retour en prison. Et ce qui fait que le process de production du premier album d'Expression Directe, qui est à l'époque extrêmement attendu, met du temps à se faire, parce que Marc est toujours soit en prison, soit à coquiner avec des types qui lui prennent du temps et qui l'empêchent de se consacrer à la musique. Donc ça va mettre pas loin de 2 ans et demi avant que l'album sorte à la toute fin de l'année 97. Parmi les gens qui gravitent autour du groupe, il y a une autre personne qu'aujourd'hui on connaît bien, c'est Sébastien Farran. Alors Sébastien Farran, il est connu pour avoir longtemps été le manager de NTM. Ces dernières années, il était aussi le manager de Johnny Hallyday et du regretté Philippe Zdar, moitié du groupe Cassius. Sébastien Farran, à l'époque, il est DJ pour des soirées reggae et des soirées raga. C'est comme ça qu'il rencontre Rude Lion. Il devient l'un des directeurs artistiques les plus en vue pour ce qui concerne le rap à Paris. Et c'est lui qui va, au départ, permettre de façonner l'album d'Expression Directe. Et c'est lui aussi, au travers ses manières un petit peu, cow-boy, un peu canaille, qui va mettre le grappin sur Expression Directe à un moment et qui va faire en sorte que l'aventure s'arrête entre Rude Lion et Expression Directe en 97-98. C'est quelque chose qui va être assez triste. C'est une époque de la vie de Rude Lion qui s'arrête, et Marc peut rien faire encore puisqu'il n'y connaît pas forcément grand-chose à la musique. Il s'intéresse toujours pas à ce cadre légal et donc il voit le groupe lui passer sous le nez et en même temps il réagit pas comme il a l'habitude de réagir, c'est-à-dire en fronçant les sourcils et en serrant le poing, parce qu'il sait pertinemment que Sébastien Farran est quelqu'un d'important dans la musique. Il sait que Sébastien Farran va pouvoir lui offrir d'autres opportunités plus tard. Et c'est aussi, là, le caractère de Rude Lion, c'est de savoir sentir les choses, de savoir être malléable et souple quand il faut. Et donc, cette fois-ci, il ne va rien faire, il va se taire, il va laisser les choses se faire. Et plus tard, avec Sébastien Farran, ils vont produire l'album de Big Red, La moitié de Ragasonic, qui est aussi un artiste important de la fin des années 90 en France, l'album Big Redemption, qui est un album qui compte beaucoup à cette époque-là. La dernière opportunité, ou le dernier groupe que va avoir Rude Lion sous son aile pendant un temps, c'est un collectif qui a notamment donné ça. Hardcore comme reconnaître cet homme. Hardcore. Les jeunes sont passionnés de films gore. Sera le journal télévisé de ce soir. Hardcore. Et les gens ont peine à croire au mot espoir.
ce morceau, comme tous les autres qui vont venir de la Mafia Qu'un Free au sens large, c'est pas Rude Lion qui va les produire. Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi il perd le contrôle sur... Alors, il faut d'abord expliquer le lien assez ténu qui existe entre Rude Lion et plus largement que Ideal J, je dirais la Mafia Qu'un Free, donc ce collectif de rappeurs du 94. Rude Lion, il vient de Vitry et Vitry-sur-Seine. Et la majeure partie de la Mafia Qu'un Free vient également de Vitry-sur-Seine. Je pense notamment aux rappeurs du 113 ou alors de Rof, qui est à cette époque-là la pierre angulaire de ce qui va devenir la Mafia Qu'un Free bientôt. Et Rude Lion, il a cet œil-là, il a ce flair-là pour savoir qui va être bon. On l'a vu avec Expression Directe, on l'a vu aussi quand il se rapproche de Tonton David parce qu'il sait que Tonton David va faire quelque chose d'important. Et donc il voit ces jeunes rappeurs de sa ville, de son quartier d'enfance, commencer à s'ébrouer et il va tout naturellement essayer de les prendre sous son aile, va essayer de les façonner, essayer de leur donner des armes pour devenir les rappeurs qui deviendront plus tard. Et il se dit qu'il y a quelque chose qui représente une ville, qui représente un esprit. Et il va être l'une des personnalités, je dirais comme une sorte de grand frère qui va polir et mettre tous les pions en place pour que la Mafia Qu'un Free naisse à la fin des années 90. Ça va lui échapper pour une raison qui est assez simple, c'est que d'une part, c'est quelqu'un qui est extrêmement dur, presque dictateur parfois en studio, même s'il a des aspirations qui tiennent parfois du génie et il sait tirer le meilleur des artistes. Il peut être extrêmement dur et ça lui arrive par exemple de braquer un flingue sous le regard des rappeurs de la Mafia Qu'un Free pour les forcer à écrire, comme s'il était une sorte de super père fouettard. La Mafia Qu'un Free va d'une certaine manière lui échapper parce qu'à la fin des années 90, Marc devient incontrôlable, il se fiche de plus en plus de la musique, il traîne beaucoup la nuit, il ne dort jamais, il s'acoquine avec des gens de mauvaise réputation qui le tirent vers un côté obscur de la vie, et puis il va se mettre dans des histoires qui vont finalement lui prendre sa vie. Comment t'as entendu parler de Rude Lion pour la première fois? J'ai entendu parler de Rude Lion comme une sorte d'écho répété. À une époque, je faisais beaucoup d'interviews d'artistes, rap ou musique électronique pour la plupart. Et le nom de Rude Lion, le nom de Marc Gillas revenait comme ça sans cesse, comme une sorte de ritournelle un petit peu étrange sans que je demande rien. Tout le monde semblait avoir une anecdote avec Rude Lion, tout le monde semblait avoir une anecdote extraordinaire avec Rude Lion. Et moi, par une sorte de déformation, je dirais professionnelle, j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage dont j'avais jamais entendu parler parce qu'il ne fait pas partie de ma génération. Et j'ai essayé de creuser comme ça, et au fur et à mesure de mes petites recherches, de mes recherches balbutiantes au départ, je me suis rendu compte que ce personnage racontait quelque chose qui était d'une part extraordinaire pour ce qu'il était, mais aussi extraordinaire pour ce qu'il racontait d'une ville, Paris, d'une génération, les rappeurs et les gens du rap des années 90, et pour cette époque-là, les années 90 qui sont finalement, selon moi, la dernière grande époque de liberté. C'est un personnage qui a aussi été beaucoup décrié dans les générations précédentes, avec une proximité avec des bandes, certains diront même jusqu'à dire des simili-gangs de l'époque. Est-ce que c'était pas un risque pour toi de te pencher sur ce personnage-là? Quand je me suis attaqué à l'écriture et au développement de ce livre, on me l'a dit tout de suite, que c'était un personnage dont la vie était extrêmement sensible, qui était lié à des gens qui n'avaient pas forcément envie que tout ça soit raconté. On m'a mis en garde, on m'a conseillé de faire attention. J'ai pris ces conseils en considération et j'ai décidé d'être extrêmement patient d'une part, très méthodique, très discipliné dans ma manière de faire les choses et aussi très très prudent en montrant à chaque fois patte blanche. Et je pense qu'en ayant fonctionné comme ça, j'ai réussi à faire comprendre aux gens qui étaient liés d'une manière ou d'une autre à Marc, à Rude Lion, que les choses pouvaient être racontées. Tu as passé quasiment 2 ans, j'allais te dire, avec lui. Est-ce que toi, tu es fasciné par lui? Il y a toujours une part de fascination quand on s'attaque au récit de la vie de quelqu'un en particulier. Il y a toujours une part de fascination quand on décide de porter avec soi la vie de quelqu'un pendant plusieurs années comme ça. C'est quelqu'un d'hors norme et je crois que je suis passionné par les gens qui ont quelque chose d'hors norme. C'est quelqu'un surtout d'extrêmement complexe
qui a une part de lumière en lui et une part d'obscurité aussi. Et je ne pense pas que je sois terriblement fasciné, mais je pense que j'étais terriblement curieux à l'idée de pouvoir démêler tout ça, raconter tout ça et puis le présenter au lecteur. Et finalement, c'est ça, en fait, c'est la base de tout, c'est ma curiosité pour un personnage que, en fin de compte, à part les gens qui l'ont connu à cette époque-là, personne ne connaissait. Toi, tu dirais que c'est un mec bien, Rude Lion? Rude Lion, il a quelque chose de bien, il a quelque chose de solaire au fond de lui. Mais à côté de ça, il y a une part terrible, une vraie noirceur, quelque chose qui tient de la colère, de la violence, de ce qu'il y a d'extrêmement dur chez l'être humain, finalement, chez Marc. Et c'est ce qui a fait peur à certains, c'est ce qui a mis en colère certains aussi. Marc avait beaucoup d'ennemis pour ces raisons-là. Mais tout ça mis bout à bout en fait sûrement le type le plus humain que j'ai eu à raconter, je pense. Si tu avais pu le rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait avec lui? Je me suis toujours demandé si Rude Lion aurait apprécié qu'on écrive sur lui, qu'on le raconte, qu'on le décortique, qu'on le dissèque de cette manière-là. Je suis rassuré parce que certaines personnes qui le connaissaient extrêmement bien m'ont finalement dit qu'il aurait été très touché de savoir qu'on aurait pu mettre en exergue comme ça sa vie. Je pense qu'il m'aurait mis une grosse tape dans le dos, un peu ferme, qui m'aurait fait un peu mal, en me disant tu t'es attaqué à un gros morceau, et puis peut-être qu'il m'aurait pris dans les bras, derrière. Enfin, j'ose le rêver comme ça. Et tu lui aurais parlé de quoi? Je lui aurais dit qu'il aurait eu 1000 choses à vivre encore, puisque Marc est finalement mort à 30 ans, il a été assassiné à 30 ans. Il avait 1000 autres choses à vivre dans sa vie. Il y avait tout un tas de ce qu'il était qui n'était pas exploité à ce moment-là, ce qui fait de lui un genre de gâchis. Et je lui aurais fait part, à mon sens, un peu de ma tristesse de le voir finir ainsi, et mon bonheur d'avoir pu le découvrir, et aussi de faire renaître d'une certaine manière ses talents et ses succès, parce qu'il y en a. Il y a peut-être une dernière personne dont ils vont parler pour parler de Rude Lion, c'est lui. Outrepassant à tout moment chaque limite, je le dois et tout le monde sait l'arrogance souhaitée, évitant les coups dans le dos, assommé par les médias qui font vendre mon nom avec si peu de conviction. Alors, juste pour l'éclat de mon omniprésence, oui, car ceci est... Rude Lion considère qu'il était une sorte de version améliorée de Joey Starr. Rude Lion et Joey Starr ont avancé ensemble dans la vie. Ils se sont rencontrés au milieu des années 80 dans tous ces endroits où le rap commençait à se vivre à Paris. Je pense à la Grange Obel, au Bataclan, qui sont des salles iconiques pour la première génération du rap. C'est des gens qui ont commencé à danser ensemble, c'est des gens qui aussi ont commencé à rapper ensemble. Ils sont toujours suivis tout au long de leur vie. Joey Starr était très proche des Ragasonic, comme Rude Lion. Joey Starr était proche de tout un tas de gens dont était proche Rude Lion. Il y a quelque chose de particulier dans cette relation, c'est que ce sont deux fortes gueules, deux physiques imposants. Mais Marc a toujours considéré, Rude Lion a toujours considéré que Joey Starr était cette version un peu moins bien de lui-même, qui avait quelque chose de moins réel chez Joey Starr. Il disait que Joey Starr ne mettait jamais en application la dureté de ce qu'il pouvait rapper, au contraire de Rude Lion, qui lui n'hésitait pas à faire le coup de poing dans la rue, à porter vraiment un flingue, à s'imposer aux autres par la violence. Je pense, en fin de compte, qu'il y avait une certaine jalousie de la part de Rude Lion à l'égard de Joey Starr. Finalement, en développant sa carrière, en devenant véritablement Joey Starr, Joey Starr a réalisé ce que n'a jamais réalisé Rude Lion, c'est-à-dire un artiste reconnu par tout le monde, qui pouvait remplir déjà des zéniths à la fin des années 90. Et je pense que Rude Lion en a souffert de ça. Il y a une anecdote un petit peu particulière aussi, c'est qu'ils ont tous les deux eu la même copine à une époque. Rude Lion a fini par shipper cette copine à Joey Starr. Un soir, Rude Lion se trouve dans un appartement avec cette fameuse copine. Il voit un clip à la télé de NTM. Joey Starr passe comme ça subrepticement à l'écran. Et pris d'une espèce de colère soudaine, peut-être d'une jalousie soudaine, Rude Lion se jette sur la télé et la balance par-dessus le balcon comme s'il ne voulait plus voir comme ça Joey Starr, comme s'il fallait que le rappeur d'NTM soit hors de sa vue, comme ça. Je pensais qu'ils étaient liés par leur chien.
Le chien de Rude Lion était le fils Effectivement, de il y a aussi cette espèce de généalogie un petit peu particulière. Le chien de Rude Lion, qui était, je le décris dans mon livre comme une sorte de bête de Gévaudan, c'est-à-dire un espèce de simili-pitbull, simili-rottweiler extrêmement imposant qui donnait l'impression de pouvoir dévorer n'importe qui sur son passage. Et le fils du chien de Joey Starr, qui à une époque s'était accouplé avec la chienne de Big Red, le chanteur de Ragasonic. Il y a aussi un autre lien qui illustre la relation, je dirais, complexe entre Joey Starr et Rude Lion. Et comment a fini le chien, pour conclure? Le chien a d'abord été de toutes les aventures de Rude Lion. Il était tout le temps là pour traîner, pour ronfler, parfois pour boire et pour se droguer avec Rude Lion. Quand le chien se bagarrait pour panser ses plaies, Rude Lion le baignait dans de l'eau Javel. Et puis un jour, le chien de Rude Lion est devenu extrêmement violent, a commencé à s'attaquer à des gens de l'entourage de Rude Lion. Et d'un coup, ce qui illustre d'ailleurs les montées soudaines de Rude Lion, ce dernier a décidé qu'il était temps d'en finir avec le chien. Et dans la cave d'un studio du 9e arrondissement à Pigalle, Rude Lion lui a tiré dessus d'un coup. Le chien s'est effondré, mais le chien n'est pas mort. Et Rude Lion a demandé à son ingénieur du son de l'époque, Jean-Marc, d'achever le chien qui était en train d'agonir sur le sol d'une nouvelle balle dans la tête. Il a quasiment forcé son ingénieur du son à lui tirer dessus pour le tuer, le chien. Et quand le chien est finalement mort, Rude Lion l'a fichu dans un sac poubelle et allé le jeter un petit peu plus loin. Et quand il est passé devant les rappeurs qui occupaient le rez-de-chaussée du studio, avec la bête dans le sac poubelle, il a juste souri en disant que c'était du linge sale. Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey.